Premier sommet franco-britannique depuis 5 ans ce vendredi. Paris et Londres annoncent coopérer sur la lutte contre l'immigration clandestine et le soutien à l'Ukraine. L'Allemagne sous le choc après la fusillade à Hambourg jeudi soir. Selon plusieurs médias, le bilan s'élèverait à 7 morts et plusieurs blessés. Recep Tayyip Erdogan avance d'1 mois les élections présidentielles et législatives. Les scrutins auront lieu le 14 mai et pourraient être très serrés. Le Japon dit avoir suffisamment traité l'eau radioactive de Fukushima et s'apprête à la rejeter à la mer. Le président français Emmanuel Macron a accueilli ce vendredi à l'Elysée le Premier ministre britannique Rishi Sunak à l'occasion du 36e sommet franco-britannique, le premier depuis 5 ans. Signe que les relations diplomatiques entre les deux pays se réchauffent après plusieurs années de tensions autour du Brexit et de l'immigration clandestine. Je veux ici saluer le nouveau virage qui a été pris aussi et votre volonté de réengager avec l'Union européenne et vous féliciter pour le cadre de Windsor qui a été conclu avec la présidente von der Leyen. Alors, ce nouveau départ, nous voulons le poursuivre et le mettre à profit pour notre soutien à l'Ukraine. Nous partageons la même analyse et la même volonté. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. La France et le Royaume-Uni entendent collaborer davantage sur les questions de la défense et du soutien à l'Ukraine. When the security of our continent is threatened, we will always be at the forefront of its defence. And today we're going even further to strengthen our security and defence cooperation. We've agreed to train Ukrainian Marines, helping to give Ukraine a decisive advantage on the battlefield and for Ukraine to win this war. Londres a également annoncé augmenter sa contribution pour lutter contre les traversées illégales de la Manche depuis la France. Près de 540 millions d'euros seront déboursés lors des 3 prochaines années. L'Allemagne sous le choc après la fusillade de jeudi soir dans un centre de témoins de Jéhovah à Hambourg. Les premiers coups de feu ont été tirés vers 21 h selon la police. Les autorités ont présenté un premier bilan, au moins 8 morts et plusieurs blessés. Die Polizeibeamten, die dort reingegangen sind, haben dann auch Personen aufgefunden, die möglicherweise durch Schusswaffe schwer verletzt und teilweise auch tödlich verletzt worden sind. Die Beamten haben selber auch noch einen Schuss gehört aus dem oberen Teil des Objektes, sind nach oben gegangen, auch noch dort eine Person aufgefunden. La police a déclaré que le contexte et le motif potentiel de la fusillade n'étaient pas clairs. Le tireur aurait été retrouvé mort dans le bâtiment et aucun autre suspect n'aurait pris la fuite. Une tragédie qui réveille des souvenirs douloureux pour la société allemande. En 2019 et 2020, plusieurs fusillades ont fait une douzaine de morts dans les villes de Hanau et de Halle. Private mercenary group Wagner appears to be taking a tactical pause in Bakhmut, according to the US-based Institute for the Study of War in its latest update. The think tank believes that Wagner is waiting for until enough reinforcements of conventional Russian troops have arrived before taking a backseat in the fierce battle, the most violent fight of the war. Russian forces likely advanced northwest of Bakhmut on the 9th of March amidst likely increased tempo of Russian offensive operations in that area. Wagner Group leader Yevgeny Prigozhin claimed that Wagner Group fighters completely captured Dubovo-Vasilievka. This is about 6 kilometers northwest of Bakhmut. At the same time, Russian forces may be preparing to resume offensive operations around Vuhledar, although persistent personnel and ammunition issues will likely continue to constrain Russian forces from advancing, the think tank says. Russian Defense Minister Sergei Shoigu reportedly ordered Eastern Military District Commander to take Vuhledar at any cost to settle widespread criticism within the Russian Ministry of Defense about the lack of progress and significant losses in the Vuhledar area. The Institute for the Study of War assesses that Russian forces would need to advance upwards of 24 kilometers from the current front lines around Vuhledar for this offensive to support operations elsewhere in Donetsk region. And that is the rate of advance that Russian forces have not achieved since the very first month of the full-scale invasion of Ukraine.
Recep Tayyip Erdogan avance d'un mois les élections présidentielles et législatives qui se tiendront 4 mois après le tremblement de terre qui a fait plus de 46 000 morts. Selon le Reis, la Turquie n'a pas de temps à perdre ni ne doit se laisser distraire. 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu a de son côté été désigné comme le candidat unique d'une plateforme de 6 partis d'opposition. Kemal Kılıçdaroğlu a 74 ans et il est le patron du Parti social-démocrate, le CHP, dont le fondateur était le premier président de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk. L'opposition n'a pas manqué de dénoncer la lenteur des secours les 3 premiers jours qui ont suivi le tremblement de terre. Après 20 ans de pouvoir, Recep Tayyip Erdogan fait face à un scrutin qui pourrait être très serré. C'est historique. Xi Jinping a obtenu ce vendredi un inédit 3e mandat de président chinois, après un vote à l'unanimité du Parlement. Le résultat a été sans appel, 2952 votes pour, 0 contre et 0 abstention. En octobre dernier, le dirigeant avait déjà été prolongé 5 ans au sommet du Parti communiste chinois. L'issue du scrutin ne faisait donc aucun doute. Xi Jinping, âgé de 69 ans, couronne une ascension politique qu'il a vu devenir le dirigeant le plus puissant du pays depuis des générations. Ce nouveau mandat a été accueilli sous un tonnerre d'applaudissements des parlementaires réunis à Pékin dans l'immense palais du peuple. Sa réélection a été saluée par Vladimir Poutine, qui lui a adressé ses sincères félicitations pour son nouveau mandat. Xi Jinping a également été reconduit à l'unanimité à la tête de l'armée populaire de libération, qui compte 2 millions de soldats. Le Parlement géorgien a rejeté en deuxième lecture le projet de loi controversé qui avait provoqué plusieurs jours de manifestations. Le texte, inspiré de la législation russe, prévoyait de classer comme agents de l'étranger les ONG et les médias recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger. À Tbilissi, des centaines de manifestants ont célébré le rejet du texte. Washington et l'Union européenne ont salué le retrait du projet de loi sur les agents de l'étranger. De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dénonce une manipulation venue des États-Unis pour provoquer un sentiment anti-russe en Géorgie. Un mort et 3 blessés hier soir dans une fusillade à Tel Aviv. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié cet acte d'attentat terroriste. Selon les autorités, le tireur palestinien a ouvert le feu dans une rue bondée et a été abattu. La fusillade s'est produite quelques heures après un raid militaire israélien en Cisjordanie occupée, au cours duquel 3 militants palestiniens ont été tués. Le groupe islamiste du Hamas affirme que l'auteur de la fusillade, âgé de 23 ans, était un de ses membres. Ford va supprimer plus de 1100 postes en Espagne. Le constructeur automobile américain a annoncé un important plan social dans son usine de Valence, dans l'est du pays. Ce plan s'inscrit dans une stratégie plus globale de réduction des coûts en Europe. En tout, le constructeur devrait se séparer de 10% de ses effectifs d'ici 2025. Les pôles de recherche et développement en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni sont particulièrement touchés. Ancien pilier de l'automobile en Europe, l'entreprise a vu ses parts de marché s'effondrer durant les 20 dernières années. Elle prévoit de se concentrer sur ses modèles électriques et ses utilitaires. Un groupe de 105 migrants secourus en Méditerranée est arrivé au port italien de Brindisi, à bord du navire humanitaire de l'ONG Emergency. Parmi les rescapés, une jeune femme enceinte et une trentaine de mineurs, le plus jeune a seulement 2 ans. Ces dernières semaines, les débarquements se multiplient en Italie. 3000 migrants s'entassent dans le centre de réfugiés de l'île de Lampedusa, qui ne peut en accueillir que 300. Une traversée périlleuse qui peut être fatale. Ce jeudi, 14 migrants d'Afrique subsaharienne sont morts noyés dans les eaux tunisiennes.
Le groupe tentait de fuir le pays après des propos du président tunisien Kaïs Saïed contre l'immigration clandestine. Le 21 février dernier, le chef d'État avait affirmé que la présence de hordes d'immigrés était source de violences et de crimes et cherche à changer la composition démographique tunisienne. 12 ans après la catastrophe de Fukushima, le Japon s'apprête à rejeter à la mer une immense quantité d'eau radioactive. L'eau a servi à refroidir les réacteurs avant d'être conservée dans des dizaines de citernes. Après traitement, les traces de radioactivité seraient minimes, ne présenteraient aucun danger et pour preuve, des poissons y sont élevés. 魚の飼育試験ですが、これは我々が安全だというふうに判断して放出した水というものがですね、実際の生物に悪い影響を与えないということを目に見える形で確認していただくというのが我々の目的になっています。 Les autorités japonaises ne parviennent pas à rassurer les pêcheurs de la région. Ceux qui vivent de la mer, comme les pays voisins et certains experts, disent leur crainte d'une contamination de la faune et la flore marine. 流そうとしている濃度が逐一どれぐらいであるのかということをクロスチェックできないっていうのが測定者としては一番心配になるところです。 L'opérateur de la centrale de Fukushima attend encore le feu vert de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour commencer les rejets en mer.